Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la figure d'un philosophe assez célèbre dans le monde nord-américain. Il s'agit de Michael Walzer. Et pour en discuter, pour nous permettre de découvrir la pensée de cet auteur original, j'ai le plaisir d'accueillir ici Cécile Renoir. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Cécile est docteure en philosophie, enseignante ici aux facultés Loyola Paris et elle est aussi une spécialiste, si vous voulez, de Michael Walzer. Elle a d'ailleurs publié un ouvrage sur l'auteur intitulé Michael Walzer ou l'art libéral du civisme, paru aux éditions Temps Présent en 2010. Alors Cécile, brièvement, qui est Michael Walzer ? Michael Walzer est un philosophe qui est né à New York en 1935 et il vit toujours. Il a fait des études aux États-Unis, notamment à Harvard, et puis il a enseigné la philosophie politique à Princeton, à Harvard, et il est actuellement professeur émérite à l'Institute for Advanced Studies de Princeton, et je crois qu'il est encore coéditeur de la revue Dissent. Il s'est engagé très tôt politiquement, d'abord dans le mouvement en faveur des droits civiques, puis contre l'intervention américaine au Vietnam. Donc c'est quelqu'un qui en permanence relie des sujets un peu plus théoriques avec la question de l'engagement pratique. Voilà, il a une œuvre qui est importante. Il a écrit, je pense, entre 15 et 20 ouvrages, beaucoup d'articles, et la plupart sont centré sur la question du vivre ensemble. Finalement, on pourrait dire qu'il s'intéresse beaucoup aux différentes formes d'engagement des individus au sein des sociétés libérales. Il s'intéresse aux questions de justice et notamment à la question de la juste répartition des biens sociaux dans les sociétés libérales pluralistes. Il s'intéresse aussi aux enjeux de relations entre les États, entre les communautés politiques. Et il a écrit un livre sur la question de la guerre juste, sur guerre juste et injuste. Et au fond, on pourrait dire qu'il y a une interrogation morale, éthique, qui sous-tend constamment sa réflexion. Et on pourrait dire qu'un des éléments qui le préoccupe, c'est ce qu'on peut attendre finalement d'un citoyen, et notamment dans les démocraties, et puis à quelles conditions on peut réfléchir aux conditions d'amélioration, on va dire, du fonctionnement de nos sociétés libérales, pluralistes. Voilà. Et avec toujours le souci d'ancrer ces analyses dans une réflexion qui est à la fois historique, sociologique, et qui est philosophique, mais vraiment qui s'enracine dans une analyse très concrète qui puise dans différentes sciences sociales, aussi les éléments justement de la compréhension plus grande de la diversité finalement des cultures politiques. Alors, il y a pas mal de choses très intéressantes dans cette brève présentation, mais j'aimerais quand même revenir sur cette idée de société juste, parce que vous avez dit qu'il est très intéressé par les questions de vivre ensemble, il a écrit sur la guerre juste, donc il y a vraiment un accent mis sur la communauté ou le vivre ensemble. Alors, on peut peut-être pas résumer en quelques lignes ou en quelques phrases cette pensée aussi complexe parce qu'elle a pas mal publié, mais au fond, quelles sont les grandes lignes de sa pensée sur la société juste pour lui ? C'est quoi une société juste ? Alors, il a écrit un ouvrage qui est paru en anglais en 1983, qui s'intitule Spheres of Justice, et qui a été traduit alors bien plus tardivement, je crois que c'est en 1997, sous le titre Sphères de justice. Et c'était une façon pour Walzer de débattre avec la philosophie de la justice de John Rawls, qui a écrit une théorie de la justice en 1971. Et Rawls imaginait que des principes de justice allaient être le fruit d'un accord entre des citoyens qui se trouvent derrière ce que Rawls appelle un voile d'ignorance, qui ne savent pas quelle va être leur situation dans la société à laquelle dont ils réfléchissent à la construction la plus juste possible. Et Rawls définit 3 grands principes de justice.
un principe de liberté et puis un principe d'égalité qui se subdivise en principe d'égalité des chances et un principe dit du maximiser la part minimale. Alors en fait, Walser est tout à fait d'accord avec ces principes, mais ce qu'il reproche à Rawls, c'est ce qu'il appelle un peu l'architecture un peu théorique de Rawls, et lui propose une théorie de la justice qui, au fond, essaye de définir les conditions de société plus justes à partir d'une analyse plus empirique et historique de ce qui a fait la constitution des sociétés à travers le temps. Et ce que souligne Walser, c'est que finalement, nos existences se déploient dans une série de sphères différentes, que ce soit la sphère privée, la sphère plus économique, la sphère politique, la sphère culturelle, etc. Il n'en donne d'ailleurs pas une liste complète qui se voudrait figer. Et il analyse comment à chaque fois, à chaque moment de l'histoire, il y a finalement une sphère qui prend le pas sur les autres, si on peut dire, c'est-à-dire que la manière dont on définit quels sont ceux qui sont les gagnants dans cette sphère définit aussi des structures de domination dans toutes les sphères. Et évidemment, pour ce qui concerne la période que nous vivons, c'est la sphère du marché qui est la sphère dominante. Et il analyse très bien, enfin, ce qu'on voit tous les jours, c'est comment ceux qui sont les gagnants, on va dire, dans la sphère du marché, sont ceux qui sont aussi capables, par exemple, d'envoyer leurs enfants dans les meilleures universités, qui sont capables de se faire soigner dans les meilleures conditions, qui ont accès à des œuvres de culture auxquelles d'autres n'ont pas accès. Et finalement, le critère de justice que propose Rawls, c'est un critère donc de séparation des sphères, ce qui correspond un peu à la séparation des pouvoirs que Montesquieu avait proposé comme principe finalement de justice dans les sociétés libérales. Alors, d'une certaine façon, Walser revisite ça en parlant de la nécessaire séparation entre les sphères. Et c'est à partir de là qu'il réfléchit en mettant comme priorité dans la constitution donc, de sociétés plus justes le désir que chaque citoyen acquiert ce qu'il appelle le respect de soi. Et je peux lire juste peut-être une citation oui, bien sûr, de la fin de l'ouvrage Sphère de justice, dans lequel finalement Walser décrit ce qui est pour lui le citoyen de cette société qui serait marquée par une séparation des sphères et donc qui assure une société juste. Donc, société dans laquelle tout citoyen aurait le respect de soi. Alors voilà ce qu'il écrit. Le citoyen qui a le respect de soi est une personne autonome. Je le considère comme le sujet idéal de la théorie de la justice. Il est chez lui ici et il connaît sa place. Il règne dans sa propre sphère, pas ailleurs, et il ne désire pas le pouvoir sur le monde entier. Il est l'opposé du tyran. Il cherchera le jugement de ses pairs, ses concitoyens. En ce sens, c'est une manière de reconnaître la signification morale de l'égalité complexe qui nourrira, bien qu'elle ne garantisse jamais, le respect de soi. Alors, fin de citation, il faut peut-être que je dise un mot de ce qu'il appelle l'égalité complexe. Précisément, quand on parle de société plus juste, pour Walser, ce n'est pas du tout une société dans laquelle chaque citoyen aurait exactement la même chose. Voilà. Mais on voit bien qu'il critique aussi une société dans laquelle certains possèdent énormément et finalement dans toutes les sphères de leur existence et sont des personnes qui sont marquées par une forme de domination, voire de monopole sur un certain nombre de biens sociaux. Et à l'inverse, Walser dit les sociétés justement marquées par ces injustices sont des sociétés dans lesquelles certains sont défavorisés dans toutes les sphères de leur existence et du coup, pour Walser, ils sont empêchés d'avoir ce qu'il appelle le respect de soi. Oui. Et le respect de soi, eh bien, il est lié au fait qu'on a pu distribuer ces biens sociaux dans une société sous l'angle de ce qu'il appelle l'égalité complexe, c'est-à-dire que selon les sphères de l'existence, et ça peut être aussi selon les moments de la vie, telle ou telle personne sera peut-être aura moins de réussite du point de vue économique et gagnera moins d'argent que d'autres, mais en revanche sera quelqu'un qui pourra déployer aussi ses talents musicaux ou autres dans une autre sphère. Et au fond, ça rejoint bien l'idée que d'un point de vue de l'éducation et du développement de chaque personne, nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'être estimés, reconnus dans telle ou telle sphère de l'existence, mais nous n'avons pas besoin d'être les meilleurs dans tous les domaines. Non. Et donc, un enjeu très fort d'un point de vue éducatif, c'est de faire en sorte que chaque enfant, et puis sans doute chaque adulte, puisse être reconnu
dans tel ou tel domaine. Et qu'au fond, une société juste, pour Walser, c'est une société dans laquelle il y ait cette diversité de dons, de compétences, qui soit valorisée de manière extrêmement diverse. Et c'est aussi, donc, du coup, une manière de vraiment remettre à sa place cette sphère du marché, de lui donner beaucoup moins d'importance. Donc ça, idéalement, voilà. Alors, vraiment passionnant. Mais Walser est aussi quand même connu comme un critique de la notion d'universalisme, ce qui peut sonner un peu paradoxal quand on sait qu'en France, par exemple, l'universalisme est quelque chose de précieux, j'ai envie de dire. Pourquoi en fait s'oppose-t-il à l'universalisme ou alors c'est juste un cliché selon lequel il s'opposerait à ce concept? Alors, en fait, il ne s'oppose pas à toute forme d'universalisme. Il a écrit dans plusieurs textes à propos de ce qu'il appelle un universalisme réitératif qu'il défend, qui se distingue de ce qu'il nomme l'universalisme de surplomb. Et donc, ce sur quoi il insiste, alors c'est un peu en lien avec ce que j'ai évoqué sur les sphères de justice, c'est sur le fait que finalement, la dénonciation des injustices dans une société peut se faire de l'extérieur, mais au fond, l'enjeu, c'est qu'il y ait une appropriation par les citoyens des critères et des conditions d'une société plus juste. Et il souligne que, au fond, on peut bien avoir une perspective surplombante. Et alors, il dit un peu avec humour qu'à l'époque où il écrivait, il y avait avec le Parti communiste, ce qu'on appelait le Comintern, il dit ou Amnesty International ou l'Église catholique disent ces trois institutions prétendent décrire ce qui est bon pour l'humanité. Oui. Et dit évidemment, on peut sans doute s'accorder sur des critères universels de ce qu'est une vie humaine accomplie ou de ce qui est absolument injuste. Mais donc à un certain niveau, on se mettra d'accord sur des termes qui nous paraissent constituer ce qu'il appelle la morale fine, donc universelle. Mais il dit, mais dans la réalité de la diversité des cultures, eh bien, nous ne mettons pas la même chose sous les mots. Et du coup, c'est pour ça qu'il parle d'universalisme réitératif. C'est cette invitation à considérer comment ces critères, ces valeurs fondamentales que nous reconnaissons, elles sont toujours imprégnées par des manières particulières de les élaborer, de vouloir les appliquer dans des contextes différenciés. Et donc, il relie, là encore, l'histoire des sociétés en disant qu'au fond, l'expérience qu'a fait le peuple juif de la sortie d'Égypte, cette expérience-là, finalement, c'est une expérience à la fois anthropologique et politique, une expérience de libération que toute communauté politique est appelée à expérimenter. Donc c'est ça, voilà, cette idée d'universalisme réitératif. Et tout ça, ça peut s'appliquer justement à la manière de concevoir la morale. Et je trouve que c'est très intéressant pour aujourd'hui de voir qu'il ne renonce pas à une forme d'universalisme, donc ce qu'il appelle en un sens la morale fine, en anglais le thin, mais cette morale fine, en fait, elle est déduite des morales épaisses, thick. Et donc on est loin d'une perspective surplombante. Assez subtil tout cela. Oui. Alors, Walser est bien sûr un philosophe qui traverse, j'ai envie de dire, les générations. Il est assez il a influencé pas mal de courants philosophiques aux États-Unis, au Canada. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi n'est-il pas assez connu ici en Europe et particulièrement en France? Bon, peut-être pas en Europe, mais disons en France. Quand on sait qu'il y en a d'autres philosophes nord-américains, je pense notamment à John Rawls, je pense à Charles Taylor ou Sandel, on a pas mal de leurs ouvrages qui sont traduits. Mais pour quelqu'un comme Walser, on le connaît un peu moins. D'ailleurs, vous avez dit son livre paru en 83, traduit en 97, tout ce temps pour être traduit. Alors, qu'est-ce qui explique en fait, j'ai envie de demander, cette méconnaissance ou cette réticence à peut-être traduire certains auteurs nord-américains ici? Alors, je partage cet étonnement. Il me semble que... Alors, il y a peut-être... Maintenant, ces débats-là sont beaucoup moins au devant de la scène entre philosophes, mais on parlait des débats entre philosophes dits libéraux et philosophes communautariens. Oui, bien sûr. Et Walser a été classé du côté des philosophes communautariens. Mais il n'est pas d'accord avec cette non, classification. il n'est pas d'accord avec cette classification, précisément parce que justement, il s'estime lui-même être un libéral social ou libéral communautarien. Et il insiste en disant, je crois que j'ai une citation
voilà, de lui qui dit bien, là encore, la subtilité de son positionnement. Il dit « Certaines cultures sont très contraignantes et appellent un correctif individualiste, mais quand l'individualisme est tout-puissant, la société a besoin du correctif de la communauté et de la cohésion culturelle. » D'où le fait qu'on l'ait catégorisé comme un penseur communautarien. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout à dire qu'il n'est pas à préconiser des identités culturelles figées, bien loin de là. Et il reconnaît tout à fait le pluralisme de nos sociétés. D'ailleurs, il parle d'ailleurs des 4 types de mobilité que connaissent la société américaine et les sociétés libérales. Mais il invite précisément à essayer de nous donner les moyens d'être quand même un peu ancrés dans des traditions et qui peuvent être des traditions vivantes. Voilà. Et donc, c'est justement peut-être cette subtilité de Walser qui a fait que il a pu être récupéré d'un côté de l'autre, finalement interprété un peu rapidement et mal compris. Enfin, voilà, c'est une des raisons, me dit, pour lesquelles il est beaucoup moins étudié de fait que d'autres philosophes politiques américains. D'accord. Alors, dernière question avant de rendre l'antenne. Je l'ai dit lorsque je vous présentais au début de cet entretien que vous avez vous-même publié un ouvrage sur cet auteur intitulé, attendez que je retrouve le titre, Michael Walzer ou l'art libéral du civisme, voilà, qui est paru en 2010 aux éditions Temps Présent. J'ai souvent coutume de demander à toutes les personnes qui sont ici quels ouvrages elles nous recommandent pour nous familiariser à la pensée d'un auteur. Mais comme vous-même, vous avez publié un ouvrage sur l'auteur, en gros, qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cet ouvrage, même s'il y a pas mal d'années que vous l'avez rédigé? Oui, alors en fait j'avais repris des termes qui sont chers à Walser dans ses valeurs qui pour lui constituent voilà, un peu le cœur de cette morale à la fois fine et aussi épaisse qu'il analyse. Ce sont les termes de liberté, égalité et fraternité. Et j'avais essayé de réfléchir justement à la condition des citoyens dans des sociétés libérales et démocratiques, en demandant comment finalement reparcourir son œuvre à partir de cette interrogation sur ce qui fait le propre de la citoyenneté démocratique pour Walser. Donc à partir finalement on retrouve cet idéal républicain en France de liberté, égalité, fraternité. Voilà, une manière d'inviter aussi à le réinvestir en France. D'accord. Alors pour vous tous, auditeurs, auditrices, si vous souhaitez un ouvrage pour vous familiariser à la pensée de cet auteur assez commenté et influent de la pensée contemporaine, vous en avez un. Voilà, Michael Walzer ou l'art libéral du civisme, écrit par Cécile Renoir, paru aux éditions Temps Présent. Alors Cécile, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir fait découvrir la personne de ce philosophe Michael Walzer. Merci beaucoup. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie une fois de plus pour votre écoute, pour votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.